Bonjour, c'est Magali. Vous écoutez Les Conversations à quoi on rêve. Dans ce balado, mon but, c'est d'engager des conversations importantes parce qu'on est en train de construire le futur du monde du travail. Bon, évidemment, ça ne date pas d'hier, on était déjà dans cette transformation-là, mais avec les événements du COVID et de la pandémie, ça ne fait qu'accélérer le processus. Puis, quand je parle de transformation du monde du travail, je le vois de façon très large. Il y a toutes sortes de sujets qui sont connexes, comme celui d'aujourd'hui. Et ce que je veux avec ce balado, c'est donner de la voix, donner la parole à différentes personnes qui ont des points de vue, qui ont des messages, qui ont des sujets importants à jaser. Et puis, j'espère provoquer des étincelles, j'espère provoquer d'autres conversations dans vos familles, dans vos organisations, dans vos communautés. Cette semaine, on fait une conversation qui est sur un sujet plus social, mais qui a évidemment grandement aussi sa place et le lien par rapport au futur du monde du travail. On va parler de la réalité des Autochtones. Et pour ce faire, je suis très heureuse d'accueillir mon invité, Wydia Larivière. Allô? Allô? Contente que tu sois là. Bien, merci de m'avoir invitée. Alors, Wydia, je vais te présenter brièvement. Tu as une feuille de route intéressante et impressionnante. Alors, tu es née d'une mère Anishinaabe, qui est membre de la Première Nation de Témiscamingue, et d'un père québécois. Donc, tu es un produit hybride, une métisse, comme on en a plein au Québec. Et tu œuvres depuis plusieurs années dans la défense des droits des peuples autochtones et tu crées des ponts entre les allochtones et les autochtones. Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le mot allochtone, là, c'est les autres qui ne sont pas autochtones. Maintenant, tu es aussi la cofondatrice et la directrice générale de Mikana, qui est un organisme qui, comme mission de sensibiliser les gens sur la réalité des peuples autochtones. Vous dites même que vous voulez décoloniser nos esprits par rapport à ce sujet-là. Tu as travaillé dans d'autres organismes autochtones auparavant. Tu as aussi réalisé des documentaires, des courts-métrages. Tu as écrit. Là, je ne lirai pas toute ta bio. D'ailleurs, tu as même une page Wikipédia, ma chère, pour ceux qui ont envie d'entendre parler de toi encore plus. Puis, tu as eu des prix super importants que je veux mentionner. Le prix Hommage dans le cadre du 40e anniversaire de la Charte des droits et des libertés de la personne en 2015. Tu as gagné ça. Et tu as aussi gagné le prix Ambassadeur de la conscience d'Amnesty International en 2017. En plus de ça, et non la moindre chose, tu es maman d'une petite fille et tu le tiens à le préciser que c'est ta plus grande fierté et je te comprends. Alors, merci d'être là encore une fois. Puis, je vais commencer comme je fais avec tout le monde. Je vais te passer dans la moulinette du brise-glace, puis après, on va plonger dans notre sujet d'aujourd'hui. Okay. Alors, c'est quoi, toi, un objet précieux que tu gardes par attachement sentimental ou symbolique? Ben, en fait, ça a été difficile de choisir, mais j'ai des boucles d'oreilles que ma mère a faites. C'est des boucles d'oreilles, donc ma mère fait du perlage. C'est assez populaire, là, c'est dans le milieu autochtone. Les femmes là, ont fait du perlage, des boucles d'oreilles. Ça, c'est des boucles d'oreilles que ma mère a fait. Puis je les mets souvent comme, c'est ça, dans des événements importants. Tout ça, ça me donne confiance. Mais en général, j'aime beaucoup des boucles d'oreilles faites par des femmes autochtones. C'est ainsi comme même aujourd'hui, j'en porte aussi. Souvent, quand vous allez croiser là, des femmes autochtones engagées à des événements, c'est pas mal certain que vous allez les voir avec des boucles d'oreilles en perlage faites par d'autres femmes autochtones. Donc, voilà. C'est important pour toi de porter des bijoux, des symboles, des petits clins d'œil, en fait, à tes origines? Ben oui, je dis pas nécessairement qu'on est réduit à ces symboles-là. Mais moi, oui, d'un côté, il y a comme le côté que je veux encourager aussi les artisans autochtones, des femmes autochtones. Je comprends. Mais non, c'est ça, c'est vraiment que, tu sais, dans le milieu des femmes autochtones, il y a même des mimes là, pour le concours là, de la femme autochtone qui a mis les plus grosses boucles d'oreilles perlées. Puis, tu sais, quand on va dans les powwows aussi, tu sais, c'est notre bling-bling à nous, là. Fait que, cool. Fait que c'est ça.
C'est le fun. Donc, on va plonger dans ton rêve. Toi, ben dans le fond, je l'ai un peu dit tantôt en lien avec l'organisme que tu as fondé, mais ton rêve, c'est de décoloniser les esprits par rapport au sujet de la réalité des peuples autochtones. Je te laisse nous l'expliquer un peu de façon large, puis on va plonger, puis on va descendre dans des détails, puis dans toutes sortes de nuances qu'il y a autour de ce rêve-là. Alors, pourquoi tu rêves à ça? Puis en quelque part, c'est peut-être même la question, ça pourrait être aussi, c'est un peu le pourquoi tu t'es lancé dans cette mission-là avec Mikana, parce que ça va ensemble, n'est-ce pas? Oui. Ben, comme tu l'avais mentionné au début, je suis née d'une mère autochtone de la nation Anishinaabe puis d'un père québécois. Fait que toute ma vie, j'ai grandi dans les deux mondes complètement différents. Fait que j'ai réalisé assez tôt l'énorme fossé qui existait entre les deux mondes. Mm-hmm. Puis ça a été quand même assez difficile à plusieurs reprises dans ma vie à cause de ça. Mais j'ai fini par le voir comme une opportunité, en fait, d'être le pont, justement, de jouer un rôle de pont entre ces deux mondes-là. Fait qu'assez rapidement, je dirais peut-être plus rendu au cégep, j'ai décidé de commencer à m'impliquer justement dans l'organisation d'activités puis d'initiatives qui justement faisaient la promotion des cultures, des réalités autochtones. Puis c'est ça, j'ai continué à l'université. Puis finalement, ben c'est ça, j'ai fini par travailler dans le milieu autochtone. Puis c'est devenu finalement comme une mission qui fait partie autant de mon quotidien que ma vie professionnelle aujourd'hui. Puis encore aujourd'hui, je suis encore surprise encore à certains moments de voir qu'il y a des préjugés qui persistent encore. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui, quand ils me rencontrent, ils me disent que c'est la première fois qu'ils rencontrent une personne autochtone ou même qui posent des questions en lien avec des préjugés, qui vont me demander si je paye des taxes ou des trucs comme ça, que c'est la première question qu'ils vont me poser. Fait que je réalise que oui, il y a eu de l'amélioration quand même dans les dernières années, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est ce qui m'a mené éventuellement justement à l'idée de fonder Mikana, justement, en disant, bon, ben, dans le cursus, l'ignorance, la méconnaissance du grand public sur les questions autochtones provient justement du manque d'informations sur les questions autochtones dans le cursus scolaire. Ça avance vraiment lentement, fait que nous, ben, on va arrêter d'attendre après les gouvernements, on va nous-mêmes se plonger dans la solution, puis contribuer de notre manière, puis essayer d'éduquer, de sensibiliser les gens pour réduire la méconnaissance sur les réalités autochtones. On va en parler à plusieurs reprises de ce que vous faites chez Mikana, puis évidemment, en allant sur le site de mikana.ca, il y a une panoplie d'outils, d'informations qui sont accessibles, en plus des offres de formation, d'ateliers que vous offrez aux organisations puis aux écoles. Toi, tu as grandi donc dans une réalité mixte. Hein? J'aime l'idée que c'est vrai qu'effectivement, c'est comme tu avais un pied chaque côté, tu étais comme la parfaite personne pour essayer de ramener les deux ensemble. Toi, personnellement, est-ce que tu as eu un sentiment de vivre des aspects négatifs des préjugés ou tu les as plus constatés de tes yeux, en fait? Oui, à certains moments, j'ai pu les constater moi-même, mais je dirais peut-être pas autant que d'autres personnes autochtones. Je pense que j'ai quand même certains privilèges, un parcours privilégié comparé à d'autres personnes autochtones, mais j'ai quand même grandi dans les années 90, c'était pas trop longtemps après la crise d'Oka. À ce moment-là, c'était pas nécessairement cool, vraiment une belle chose d'être autochtone. Puis même mon frère, lui, on allait dans une école primaire québécoise, il se faisait intimider, puis il se faisait traiter de mohawk, mais c'était comme, dit de manière péjorative. Ouais. Fait que, non, c'est ça, c'est comme, dans ces années-là, vu qu'il y avait eu la crise d'Oka, c'était pas cool d'être autochtone, puis c'est... fait que oui, puis tu sais, à d'autres moments aussi dans ma vie, pas nécessairement à travers moi, mais aussi en apprenant aussi sur l'expérience de personnes autochtones dans mon entourage, je voyais à quel point qu'il y avait de la discrimination, du racisme envers
les Autochtones au Québec et au Canada. Puis non seulement de manière individuelle, là, mais aussi de manière systémique. Ouais. Mais non, c'est ça. J'ai réalisé assez tôt que ça pouvait être perçu comme quelque chose de négatif, qu'il y avait beaucoup de préjugés, que les gens aussi avaient des idées stéréotypées, des clichés aussi là, sur l'idée d'une personne autochtone. Moi-même, j'ai pas nécessairement le physique là, que les gens peuvent s'imaginer d'une personne autochtone. Là, tu m'as déjà dit que ça t'était déjà arrivé des fois de juste pas trop le mentionner parce que ça te tentait pas de faire d'éducation, que tu pouvais comme tu pouvais passer inaperçu, si on peut dire, là. Oui, c'est ça. Ben moi, j'ai comme ce luxe-là, entre guillemets, oui, je l'ai déjà fait, ne pas mentionner que je suis autochtone parce que je savais que, bon, par exemple, je prenais l'exemple là, d'une ride Amigo Express. Là, on se présente, tout ça, puis souvent, ben, tu sais, comme moi, quand je dis mon prénom, tu sais, souvent les gens demandent, ah, c'est de quelle origine ce prénom-là? Puis là, j'ai pas le choix de m'embarquer, bon, sur mon origine, mais là, je m'en rappelle une fois, j'ai juste dit, j'ai inventé quelque chose sur l'origine de mon prénom. J'ai pas mentionné que c'était d'origine Anishinaabe parce que ça me tentait pas de passer 2 heures et demie de temps à faire un cours autochtone 101 dans la ride Amigo Express. Fait que, ouais, c'est un peu en lien avec des fois le fardeau qu'on porte sur nos épaules en tant qu'individu pour éduquer, sensibiliser. Puis justement, je veux essayer de changer ça pour que ça devienne plus une responsabilité collective, que ce soit chaque individu autochtone qui doit porter ce fardeau-là. Si je peux me permettre, sur ce sujet-là, toi, tu m'en avais parlé, puis j'ai lu aussi par rapport à d'autres minorités. Je pense que c'était des gens qui avaient la peau noire qui racontaient le fait qu'ils étaient un peu tannés d'avoir comme l'espèce que c'était pas leur responsabilité à eux d'éduquer les autres, que c'était aux non-noirs. Donc, si t'es curieux, ben retrousse-toi et mange, puis vas-y, informe-toi, tu sais. Puis c'est vrai que je le voyais pas de cet angle-là, mais c'est vrai que ça peut être comme pas un fardeau, là. C'est pas parce que je comprends que c'est pas parce que tu veux le cacher, c'est juste que je peux-tu comme vivre ma vie puis pas avoir ce job-là constamment d'être en mode éducation. Donc, je trouve que c'est un concept qui est intéressant puis c'est important de le comprendre. En tout cas, pour moi, je trouve ça important de le comprendre. Si moi, j'ai le goût d'en savoir, c'est à moi aussi à faire un geste puis à faire l'effort, pas juste à aller chercher pour me faire fider par toi ou par quelqu'un d'autre, tu sais. Puis, quand tu dis que tu voudrais Excuse-moi, vas-y. Qu'est-ce que tu allais dire? J'allais dire que tu sais, moi, j'en ai fait comme ma mission professionnelle, puis ça me fait plaisir, tu sais, dans mon quotidien professionnel de le faire. Mais c'est ça, c'est peut-être pas prendre pour acquis que chaque individu autochtone a envie de le faire, mais aussi, c'est ça, dans sa vie personnelle aussi, là. Fait que c'est ça, c'est effectivement. Mais c'est ça, c'était juste pour comme venir nuancer aussi que, tu sais, ça me fait plaisir aussi là, clairement, dans ma bien vie sûr. professionnelle de le faire, ouais. Sinon, tu n'aurais pas fondé Mikana. Puis, tu sais, quand tu dis que tu rêves, puis en fait, moi, j'ai quasiment dit c'est plus qu'un rêve, ça devrait être un must, ça devrait être juste comme une évidence qu'on s'ouvre aux réalités des Autochtones. J'ai le goût de te demander, ça veut dire quoi être autochtone? Tu sais, déjà, je pense qu'on peut peut-être mettre une coupe de pendule à l'heure autour de ça. C'est quoi être autochtone? Eh bien, premièrement, tu sais, autochtone, c'est un terme vraiment général, là. C'est comme si Justement. Je te demandais c'est quoi être européen, c'est quoi être africain. Ben, c'est ça, ouais. Tu sais, les Autochtones, tu sais, au Québec, juste au Québec, on est 11 nations complètement différentes. On a chacune nos spécificités culturelles, linguistiques, nos propres manières de fonctionner, nos propres réalités. Puis même au sein même d'une nation, il peut y avoir des réalités différentes d'une communauté à l'autre. Il y a différents dialectes. Tu sais, comme la langue Anishinaabe qui est parlée dans la communauté de Pikogan, c'est pas la même qui est parlée à Kitigan-Divi. Fait que c'est un monde tellement vaste et diversifié. Fait que c'est important, premièrement, de ne pas généraliser, puis de savoir que chaque personne, c'est ça, ses spécificités. Fait que je pense que je dirais même que c'est un des premiers plus gros préjugés que les gens peuvent avoir sur les Autochtones, c'est de généraliser. Puis, tu sais, moi, on m'a déjà demandé, par exemple, est-ce que tu parles l'Autochtone? Je suis comme, ben,
c'est pas une langue autochtone, comme si je demandais est-ce que tu parles l'européen. Fait que je pense que c'est de tout d'abord reconnaître cette diversité-là. C'est ça. Reconnaître que c'est vraiment une diversité. Puis, j'ai le goût de te demander, puisque à la base, le concept du balado est toujours autour de la transformation du monde du travail. Je le sais parce que je l'ai lu. Il y a aussi des inégalités par rapport à l'accès à certaines professions ou à l'accès à certains emplois. C'est quoi? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la réalité des Autochtones par rapport au marché du travail? Il y a beaucoup Qu'est-ce de qu'on choses. sait? Il y a beaucoup de choses, effectivement. C'est sûr que toutes les statistiques en termes avec les taux de chômage, etc., ça va largement, disproportionnellement toucher beaucoup plus les Autochtones. Tout ce qui est développement aussi économique dans les communautés autochtones, il y a beaucoup d'obstacles auxquels les Autochtones vivant dans les communautés vont faire face, même démarrer sa propre entreprise dans une communauté autochtone, on va faire face à plus d'obstacles qu'à l'intérieur d'une communauté. Puis aussi, c'est ça, dans le milieu du travail, effectivement, ils sont dans des milieux de travail non autochtones, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de discrimination, de la discrimination à l'embauche, de la discrimination au sein du milieu de travail. Puis ça a été démontré par plusieurs études aussi, puis plusieurs commissions d'enquête là, qui ont eu lieu dans les dernières années, puis qui démontraient qu'il y avait comme une discrimination assez généralisée aussi dans plusieurs services envers les Autochtones. Puis il y a aussi, c'est ça, une non-reconnaissance aussi, je dirais, de certains travail, comment dire, un travail qui est en lien avec la culture puis la tradition, par exemple, par des femmes autochtones, que c'est pas, que c'est comme, c'est reconnu comme étant des loisirs, etc. De nous donner un exemple. Par exemple, justement, tu sais, tantôt quand je présentais des boucles d'oreilles, ou tu sais, je connais des femmes atikamekw qui font de la pâte de bleuet, ils font ça bénévolement, tout ça. Puis même au sein, ça c'est peut-être un peu pour parler aussi là, des discriminations aussi vécues par les femmes autochtones. Mais, par exemple, il y a des programmes fédéraux où est-ce que les activités traditionnelles faites par des hommes autochtones peuvent être reconnues, recevoir un salaire, par exemple, la chasse, etc. Tandis qu'il y a beaucoup d'activités traditionnelles dans certaines nations autochtones qui sont largement faites par des femmes et qui ne sont pas nécessairement reconnues. C'est plus comme reconnu comme un loisir ou un passe-temps, alors qu'à mes yeux, c'est du travail aussi. Tout à fait. Fait que là, peut-être que j'embarque dans un autre sujet, mais c'est juste pour montrer peut-être tout d'abord un portrait large de différents obstacles qui peuvent être vécus. Ce que tu soulignes ici, c'est un point qui est important qu'on aborde, c'est la notion que il y a une réalité qui a davantage de conséquences chez les femmes autochtones. Tu sais, puis on peut dire, et je pense que tu te dis toi-même avec un penchant féministe autour de ça, c'est que c'est oui, la discrimination par rapport aux Autochtones, mais par rapport aux femmes autochtones, c'est comme une coche de plus, on dirait. Là. Oui, tout à fait. C'est sûr que les femmes autochtones, dans le milieu, on est doublement discriminées, au moins doublement discriminées en tant que femmes et autochtones à la fois. Moi, je dis carrément multiplement discriminées parce que des fois, il y a carrément d'autres facteurs de discrimination qui peuvent s'accumuler aussi. Mais en fait, toutes les statistiques qu'on peut lire sur les peuples autochtones, que ce soit le travail, le milieu carcéral, l'éducation, etc., puis ça va être tout le temps des statistiques pires pour les femmes. Ça va être tout le temps plus élevé pour les femmes. Les femmes sont tout le temps plus touchées par ces statistiques-là. Donc, c'est pour ça qu'à mes yeux, c'est pour ça, moi, que je me définis comme étant une féministe autochtone, une féministe des causes autochtones, parce que je trouve que c'est inévitable de considérer
les femmes autochtones, dès qu'on parle de l'avancement des conditions de vie des peuples autochtones, on n'a pas le choix de parler des femmes aussi parce qu'elles sont au moins comme doublement discriminées. Je pense qu'on ne peut pas faire semblant qu'on ne se rappelle pas de ce qui est arrivé dans les soins de santé dans la région de Joliette un petit peu avant Noël, avec une histoire atroce d'une femme autochtone qui, en fait, a payé avec sa vie. Donc, je pense que c'est ce genre d'exemple-là qui fait en sorte que les gens se sont indignés par rapport à ça. Est-ce que tu as l'impression que ça dure dans le temps, dans le sens que les gens, les Allochtones, ont comme réagi, se sont comme indignés que ça soit arrivé? Est-ce que ça reste, puis que là, le progrès s'embarque? C'est quoi ton point de vue par rapport à ça? Oui, ben, je dirais que dans le milieu autochtone, il y a ben, c'est comme moi, personnellement, je suis un peu tannée que ça doit prendre des tragédies comme ça pour faire réagir les gens. Parce que je l'avais vécu aussi un peu quand je travaillais chez Femmes autochtones du Québec, puis qu'il y avait eu ce qu'on appelle le scandale de Val-d'Or, les femmes autochtones qui avaient dénoncé avoir été victimes d'abus de la part de policiers de la SQ. Ouais. Puis là, c'est ça, on se faisait poser la question. Bon, maintenant, les gens, tu sais, ça crée une onde de choc. Ça n'a pas le choix de changer. C'est ça, quand il y a une tragédie comme ça qui arrive, ça fait réagir. Ben oui, c'est qu'au fond de moi, j'espère vraiment que là, cette fois-là, j'espère que là, ça aurait vraiment réveillé les gens puis que ça les pousse vraiment à réaliser qu'il faut changer des choses, qu'il y a des injustices, qu'il faut les changer. Donc, c'est un peu ma réaction par rapport à ce qui s'est passé, ben c'est ça, notamment avec Joyce Echaquan en septembre dernier. Puis ça a été vraiment comme tu sais dans le milieu autochtone, c'est ça, à l'automne dernier, là, ça a vraiment créé, je pense, un traumatisme collectif. Fait que c'est ça, c'est ça. Fait que j'espère vraiment que ça ne prendra pas à chaque fois des tragédies pour faire réagir les gens. Fait que c'est pour ça aussi souvent, je les utilise en exemple pour que les gens se rappellent. Comme rappelez-vous des femmes autochtones, rappelez-vous. T'as raison. Joyce Echaquan, parce que justement, la discrimination et le racisme peut carrément nous tuer. Tuer des personnes autochtones, c'est une question de vie, de mort. C'est pour ça qu'il faut agir. Puis c'est ça des fois que les gens peut-être réalisent pas vraiment l'importance, puis tu sais, oui, parce qu'en fait, tu dis, c'est beau de réagir, mais après ça, il faut agir, il faut aller l'étape d'après. Puis évidemment que ça n'a comme pas de sens qu'on accumule. Tu nous reparles des histoires de Val d'Or, ça fait quand même un bout, là. Fait que c'est comme si ça retombe, ça revient. Parlons donc de l'aspect de l'éducation, parce que clairement qu'une des clés, c'est que les gens soient éduqués, que les gens soient au courant. Puis l'éducation, ça fait souvent, en tout cas, c'est peut-être utopique pour moi, là où c'est mon côté over-optimiste, mais quand on s'éduque, on ouvre des portes, là, théoriquement. C'est quoi la situation, parce que moi, je dis tout le temps que si on travaille sur les jeunes, sur les petits, on a plus de chances, que de réformer quelqu'un qui a bien des préjugés puis qui est rendu plus loin dans sa vie. C'est plus difficile de les faire virer de bord. Est-ce que ça a évolué dans notre cursus scolaire, ce que les jeunes aujourd'hui ont comme information? Puis commençons donc par ce point-là. Est-ce qu'on a évolué sur ce qu'on enseigne aux enfants par rapport à la réalité des peuples autochtones au Québec, au Canada? Écoute, je ne connais pas en détail le cursus actuel, par exemple, du cours d'histoire du Québec et du Canada, mais de ce que j'entends, puis aussi avec les jeunes que je rencontre parfois dans des ateliers, je pense que ça doit quand même avancer. Moi, personnellement, dans mon cours d'histoire du Québec et du Canada, quand j'étais moi-même en secondaire 4, tout ce qu'on apprenait sur l'histoire des peuples autochtones, c'est les premiers contacts avec les Européens, les nomades, les sédentaires, les bons
les bons autochtones, groupes algonquiens, les méchants, iroquois. Puis ensuite, on n'entendait plus parler des Autochtones. Puis tout d'un coup, en 1990, la crise d'Oka. Puis on n'apprend pas comme la loi sur les Indiens, les pensionnats, il y a eu des tentatives d'alliance, des traités. Comme... Non. Fait que là, aujourd'hui, je ne sais pas tout en détail ce qu'il y a, par exemple, en cours d'histoire, mais je pense que. Mais quand tu vas dans les écoles, toi, faire tes ateliers avec Mikana, tu constates qu'ils ont l'air un petit peu plus éduqués. C'est ça que tu semblais dire. Oui, c'est ça. Je pense que, par exemple, les nations autochtones au Québec, tout ça, ils ont l'air comme plus au courant. Mais de ce que j'entends, par contre, là, de la part des professeurs, c'est qu'il y a quand même encore. Oui, je pense qu'il y a eu certains avancements en termes de contenu sur les réalités autochtones. Mais il y a encore beaucoup à faire, puis il y a beaucoup de professeurs qui se sentent démunis, puis qui ont envie d'être outillés, qui ont peur de faire des erreurs, qui veulent savoir comment parler des peuples autochtones, qui veulent inviter des personnes autochtones dans leur cours parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise d'en parler de leur point de vue. Fait que oui, je pense qu'il y a quand même de l'amélioration depuis de plusieurs années. Puis il y a quelque chose quand même qui a été amorcé. Il faut juste continuer et trouver différents moyens justement d'outiller les professeurs. Bon, justement, un des moyens, puis ça c'est une des choses, c'est dans la mission au cœur de ce que Mikana fait, vous allez dans les écoles, vous allez dans les organisations, vous arrivez avec le contenu, puis ceux qui ont soif de se faire éduquer, ça existe, c'est disponible. Puis je suis contente de savoir qu'il y a des organisations publiques, des organisations privées qui font appel à Mikana pour justement recevoir cette information-là. Déjà, ça, c'est... Parle-nous de un ou deux exemples d'ateliers ou de contenus que vous faites dans les entreprises, par exemple, qui vous embauchent. Oui. C'était pas vraiment, des milieux, mais c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de milieux qui partent de zéro, là, fait qu'il y a une formation qui est vraiment introduction aux réalités des peuples autochtones, puis que là, on parle vraiment des notions de base, le contexte socio-historique, des nations autochtones au Québec, au Canada, les enjeux contemporains, puis on prend le temps aussi de dialoguer, de répondre aux questions des gens, de créer un safe space justement pour pas que les gens soient gênés. De poser des questions. Fait que ça, c'est vraiment peut-être plus quand on aborde la base, que les gens n'ont pas toujours, encore aujourd'hui, justement, à cause du cursus scolaire il y a quelques années qui était incomplet, qui est encore incomplet aujourd'hui. Puis sinon, des fois, c'est des formations sur les réalités des peuples autochtones, sur des angles un peu plus pousser, par exemple, les réalités des femmes autochtones, comment intervenir avec des femmes autochtones, la sécurisation culturelle, la jeunesse autochtone, les autochtones et les luttes environnementales, etc. Fait que c'est comme Autochtone 101, mais avec un angle ensuite un peu plus poussé. Puis ensuite, Next Level, c'est des ateliers qui là tombent plus dans le concret, par exemple, comment développer des partenariats avec le milieu autochtone, comment travailler avec des artistes autochtones. On a un atelier aussi sur l'introduction au bien conscient, privilège et inconfort dans les relations entre autochtones et allochtones. Puis ça, c'est aussi des ateliers où est-ce qu'on invite les gens à faire l'introspection puis d'auto-réflexion. Fait que ça, c'est pour des gens qui ont déjà les notions de base, qui sont prêts à s'engager dans d'autres étapes d'auto-réflexion, puis qui veulent justement, par exemple, surmonter les inconforts, ils veulent prendre conscience de leurs propres biais, etc., qui peuvent affecter leur attitude, leur comportement avec les personnes autochtones ou leur propre attitude par rapport aux réalités autochtones. Fait que ça, c'est ça. Ça, c'est vraiment des ateliers pour les gens qui ont une notion de base, qui ont l'ouverture et qui sont prêts d'aller un peu plus loin dans leur réflexion. Puis ce que je trouve le fun avec Mikana, c'est que, bon, on pourrait dire qu'en trame au cœur, c'est toute la notion d'éducation.
Mais il y a aussi toute la notion de l'empowerment des jeunes autochtones. Donc, ils sont mis à contribution dans vos activités. Donc, il y a comme un double gain ici qui est vraiment intéressant. Pour ceux qui sont curieux, il y a un document que tu as fait, que Mikena a fait en collaboration avec Amnesty International sur les mythes et réalités sur les peuples autochtones. Donc, c'est un petit guide avec différents préjugés qui sont comme le top 10 des préjugés puis qui sont déconstruits. Ça peut être super intéressant d'aller chercher dans la section ressources du site. Ça peut être notre petite introduction, chacun de notre côté, pendant la semaine de relâche, même avec les enfants. Belle activité en famille à faire, une journée qui fait pas beau. Ou même une journée qui fait beau, parce que c'est un sujet qui vaut peut-être la peine de même prendre le temps de le faire, même quand il fait beau. Puis toi, j'aimerais savoir, je sais pas si... imaginons qu'on arrive au stade où il y a une éducation de base qui est partagée, qu'on soit peut-être après, comme tu dis, le next level, là, de commencer à regarder nos biens conscients puis de commencer à vraiment créer des ponts. Ça serait quoi ton rêve le plus fou, là, tu sais? Ça serait quoi quand tu rêves à ce qu'on décolonise les esprits, mettons qu'on y serait arrivé, ça aurait l'air de quoi, tu sais? Il y aurait plus de mixité. Ça serait quoi l'aboutissement de ce rêve-là? Ben, je pense que ça serait ben, mon Dieu, c'est pervers parce que j'ai plusieurs rêves, mais tu sais, premièrement, je pense que ça serait un monde dans lequel on reconnaît aussi les manières de faire des peuples autochtones. En fait, là, c'est peut-être plus en lien avec l'autodétermination des peuples autochtones, qu'on ait aussi nos propres instances, nos propres structures, mais plus en termes ça, c'est peut-être plus décolonisation aussi du milieu autochtone, mais si on parle de décolonisation du milieu alloctone, je pense que les institutions et les personnes allochtones ont tout à gagner à mieux connaître puis à s'inspirer aussi des manières de faire autochtones. Justement, il y a un atelier qu'on anime chez Mikena qui s'appelle le Cercle à boîte. Puis qui est un atelier où est-ce qu'on c'est comme une espèce de narration de l'histoire de la colonisation pour montrer c'est une société traditionnelle autochtone qui fonctionne en siècles et qui, tranquillement, avec la colonisation puis l'imposition du conseil de bande, etc., devient une boîte, un carré. Donc, mon rêve, ce serait peut-être un peu que le carré s'assouplisse puis qu'il redevienne peut-être un peu plus... en fait, c'est la propagation du cercle. Le cercle qui ferait du bien partout, hein, effectivement. Oui. Puis, non, c'est ça. Puis, dans tout ce qui est comme... C'est sûr que, tu sais, je rêve d'un monde où est-ce que, ben là, c'est comme... Où est-ce que l'égalité, où est-ce que les personnes, aussi les femmes autochtones n'ont plus peur, comme ils peuvent elles-mêmes avoir accès à leurs rêves sans faire face à des obstacles de discrimination qu'elles vivent spécifiquement parce qu'elles sont des femmes autochtones. Ouais. Mais ça, c'est comme tout interrelié parce que ça vient, quand on parle d'éducation et de sensibilisation, c'est à mes yeux une première étape pour aller plus loin. On fait, comme nous, quand on fait des ateliers, des formations, c'est pas OK, check, on a fait l'atelier puis la formation, tout devrait être réglé. On fait ça pour semer des graines. Puis, justement, dans nos partenariats, on travaille avec des organismes, des milieux qui sont prêts à mettre en œuvre des changements significatifs dans leur milieu en termes d'inclusion et de respect des droits des peuples autochtones. Puis il y en a là, qui sont prêts, qui sont rendus à cette étape-là. Puis, fait que mon rêve, c'est quand que tout le monde va être rendu à cette étape-là, puis que finalement, une personne autochtone, peu importe où est-ce qu'elle va, au Québec, même au Canada, elle va se sentir chez elle, elle va avoir l'impression qu'elle peut faire, qu'elle est libre, qu'elle peut faire ce qu'elle veut, puis qu'elle peut elle-même réaliser ses rêves. Et dans le fond, quand on fait des ateliers de formation, c'est ça, c'est tout le temps comme intimement relié à la lutte contre la discrimination, le racisme.
puis que finalement, on vive dans un monde égalitaire. C'est ça le but ultime, là, finalement, de Clairement. c'est pas faire l'éducation pour l'éducation. Puis, un dernier point, on va s'arrêter après ça, Wydia, mais un dernier point, c'est que, puis pour moi, c'est vraiment important qu'on le mentionne. Tu sais, si on veut une égalité, puis si on croit que ça passe beaucoup par l'éducation, bien, il y a un phénomène qui est présent partout au Canada avec différentes statistiques, mais c'est la notion de donner des chances égales aux enfants allochtones puis aux enfants autochtones. Puis en ce moment, les statistiques disent que généralement, si j'ai bien compris, ça c'est pas toujours le même écart, mais il y a un écart important sur l'argent qu'on investit sur les enfants autochtones versus les allochtones, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Puis c'est ça, tu sais, comme quand on parle de racisme et discrimination systémique, c'est ces inégalités-là au niveau systémique qui existent. Ça, c'est énorme, là. Aussi, ouais. Envers notamment les enfants autochtones, comme tu mentionnes ici, par rapport à l'éducation. D'ailleurs, il y a une avocate autochtone qui s'appelle Cindy Blackstock qui a carrément poursuivi le gouvernement canadien en cours au tribunal canadien des droits de la personne et elle a gagné. Ça a été reconnu que le gouvernement canadien est discriminatoire envers les enfants autochtones en termes notamment de protection de la jeunesse et aussi en santé. termes de santé, d'éducation autochtone. Puis effectivement, l'éducation, dépendamment des provinces, là, mais il y a un gap là, de plusieurs milliers de dollars par tête d'enfant. Que, par exemple, un enfant autochtone reçoit qui vit dans une communauté, puis ce qu'il reçoit pour son éducation du gouvernement fédéral, parce que dans les communautés, l'éducation de compétences fédérales est largement sous-financée comparativement à un enfant québécois, par exemple, qui va dans une école allochtone au primaire. Donc, c'est ça, c'est... Nous, quand on fait de l'éducation, puis qu'on fait des outils aussi pour sensibiliser les gens, c'est pour rappeler ça, dénoncer ça, puis essayer de faire changer ça. Ouais, faire changer ça, puis avoir des alliés, justement, qui vont lutter à nos côtés pour faire changer ça, parce que ça n'a juste aucun bon sens de vivre dans un monde où est-ce que des enfants autochtones reçoivent moins d'argent pour leur éducation. Fait que c'est ça, fait que nous, c'est pour ça qu'on veut sensibiliser les gens, se créer des alliés, c'est ça. Des gens qui ont lutté à nos côtés, puis qui vont dénoncer ça, puis lutter avec nous pour essayer de faire changer ça. Alors, je te remercie beaucoup, Wydia, de ta générosité, de ta présence, de nous avoir éclairé sur tout ça. J'invite encore une fois les gens d'aller consulter le site micana.ca. Dans la section ressources, il y a un paquet de contenus qui sont disponibles. Il y a même des vidéos. Évidemment, il y a aussi votre offre qu'on peut s'offrir en organisation, puis se payer un atelier pour qu'on puisse avoir des conversations importantes dans les milieux de travail. Puis, j'ai envie de te dire que si tu as le goût on a le goût de propager des alliés, donc je vous encourage, si vous êtes mobilisés, si ça vous a donné le goût, peut-être de promouvoir Micana, d'envoyer un des outils à des gens qui ont besoin d'y voir, si c'est des petits pas qui peuvent faire des différences. Puis, j'ai le goût de te dire que en tout cas, moi, de mon côté, je m'auto-proclame une alliée. Puis, longue vie à Micana, qui est dans une belle étape de son développement, puis il y a encore plein de choses à faire. Puis je pense que plus que jamais, vous avez toujours été pertinent, mais plus que jamais, vous êtes là, puis j'espère que vous allez continuer à faire le travail que vous faites. Alors, sur ce, je te souhaite une belle journée, puis merci encore d'avoir été là, Wydia. Merci, miigwech. J'ai oublié de mentionner que si vous voulez voir et revoir les balados passés, tout est sur le site balado.magalieco.com et tout est disponible également en format audio sur les plateformes Spotify, iTunes et Google.